Français désormais. C'est ce qui s'est passé à Meyzieux, dans le Rhône, avec 2 adolescents, des mineurs, qui sont rendus dans leur ancienne école primaire pour tout saccager, pour incendier les locaux et tout filmer, bien sûr, pour le mettre sur les réseaux sociaux. Au final, ils ont été placés sous contrôle judiciaire et donc laissés libres. Le point avec Camille Joly. Moi j'ouvrais que le balai. Dans l'attente de leur jugement, les 2 adolescents de 13 ans interpellés jeudi dernier pour l'incendie d'une école à Meyzieux ont été placés sous contrôle judiciaire. Selon les informations du Figaro, ils comparaîtront pour dégradation volontaire par moyens dangereux. Pierre-Henri Bovis, avocat pénaliste, nous explique quelles sont les modalités d'un contrôle judiciaire. Oui, le contrôle judiciaire, c'est une mesure restrictive de liberté, mais en clair, vous êtes à l'extérieur et vous devez répondre à un certain nombre d'obligations, ne pas vous rendre dans certains lieux, pointer un commissariat, etc. Mais en soi, vous êtes effectivement à l'extérieur, vous n'êtes pas dans un centre privatif de liberté. Mercredi dernier, en fin d'après-midi, les 2 élèves s'étaient filmés alors qu'ils étaient en train de s'introduire dans l'établissement en brisant une vitre. Une fois à l'intérieur, les 2 individus avaient dégradé les locaux avant de mettre le feu à plusieurs endroits. Le tout diffusé sur les réseaux sociaux. Quand on était petit, elle était là. Le feu s'était propagé dans l'établissement, détruisant 2 salles de classe. Au total, 4 départs de feu ont été décelés devant et derrière l'école, selon nos confrères du Figaro. C'est méchant, là, il y a encore les decks qui arrivent. Il y a encore une voiture de deck qui arrive. Un autre lycée est mis à disposition pour accueillir les 240 élèves de l'école primaire qui restent fermés pour une durée indéterminée. Linda Kebab, c'est vers vous que je me tourne en priorité. Ce type de délinquance par de très jeunes individus qui se filment sur les réseaux sociaux, ça insupporte les Français. Et vous, vous êtes en première ligne pour aller gérer ça derrière, évidemment, vous les policiers. Oui, comment on peut stopper absolument. ça? Alors, heureusement, ça reste exceptionnel d'aller aussi loin. Néanmoins, c'est quand même une illustration de ce dont on parle souvent. Vous savez, cette entrée très jeune dans la délinquance, donc des mineurs, qui ne sont pas dans une délinquance acquisitive de survie. On n'est pas en 45. On est dans une délinquance gratuite, voire même, disons les mots, ils peuvent paraître choquants, mais c'est en tout cas une impression tout à fait humaine et légitime, un peu perverse. Oui. À un âge si jeune, avec 2 jeunes qui sont passés en contrôle judiciaire, donc certainement y a-t-il aussi des obligations de suivi, etc., concernant ces 2-là, mais à 13 ans, détruire une école, prendre plaisir à cette destruction par le feu, je rappelle, c'est criminel, on n'est pas sur du délictuel, c'est vraiment une destruction par le feu, potentiellement des mises en danger parce que ça peut se propager, et puis en plus, fustiger le fait que des gens aient appelé les DEC, donc la police. Les DEC ? Oui, c'est comme ça qu'on vous appelle? Oui, du côté de Lyon. Oui, d'accord. Lyonnaise, donc je maîtrise le jargon lyonnais. Et donc, du coup, de facto, c'est vrai que c'est des choses à laquelle on est de plus en plus confrontés. C'est assez perturbant parce que moi, je suis rentrée dans la police il y a un peu moins de 20 ans. Et à l'époque, quand on avait de la délinquance de mineurs, sincèrement, c'était du vol à l'étalage et des bagarres. À l'école ou dans le quartier. Ce qui n'est pas glorieux, mais c'était assez limité. Là, de plus en plus, on est rentré dans quelque chose d'assez destructeur et pervers, un peu comme si il fallait occuper des âmes qui n'avaient pas d'éducation, pas de transmission de valeurs, pas de socle, pas de cadre, voire peut-être même pas de parents. Mais Linda Kebab, là, on ne peut pas parler de ces 2-là parce que vous ne les avez pas vus, mais vous, policiers, vous les rencontrez, ces mineurs, après. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, j'ai pas réalisé, je n'ai pas fait exprès, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Il y a des parents présents? Beaucoup d'insolence, d'incapacité à prendre la mesure du geste. Et puis parfois des parents déplacés, on le sait, c'est pas seulement mon propos, mais ce sont aussi les statistiques. On l'a vu l'année dernière avec les émeutes, beaucoup de monoparentalité avec des mamans qui sont dépassées, des papas auxquels on ne demande pas beaucoup de comptes. Malheureusement, ça c'est un sujet de société. On ne parle pas souvent de ça, de ces papas qui ne sont pas les prestataires, en l'occurrence, je fais cette petite aparté, qui ne sont pas les prestataires des allocations familiales, mais pourtant qui ont une part de responsabilité peut-être dans le problème de leurs adolescents. Mais c'est les mamans qui touchent les allocations. Et c'est maman qui touche les allocations, qui est dépassée, qui parfois fait de son mieux et n'y arrive pas. Et ça arrive souvent, je vous en avais déjà parlé, de ces ados, 12, 13, 14, 15 ans, lorsqu'on appelle les parents, qui ne sont pas forcément débordés et qui montrent une certaine négligence, nonchalance, voire même sous-estime, voire pire même, nous reprochent à nous d'avoir interpellé leur si jeune petit ange. Et oui, il y a un vrai problème de société, de prise en compte des valeurs. On n'est pas sur ce côté un petit peu old school du parent qui vient inculquer des valeurs. Vraiment, il y a un vrai sujet là-dessus. Éduquer les parents. D'accord.
Mais qu'est-ce qui marche d'autre, Linda Kebab? Et je vais passer la parole ensuite à nos invités. Des sanctions rapides. On parle beaucoup. Chaque candidat aux législatives a sa mesure sur les mineurs, qui une comparution immédiate pour les mineurs, qui des travaux d'intérêt général, qui, encore une fois, la sanction tout de suite, quitte à ce que ce soit 2 ou 3 jours La de sécurité, sévérité. c'est plusieurs jambes, à commencer par 2. C'est la question de la prévention. Donc, c'est le travail auprès des familles. Là-dessus, en réalité, l'État est assez défaillant. On a peu d'acteurs sociaux auprès des familles en prévention, en anticipation. Puis après, il y a la question de l'opérationnalité de la police. On est en sur-régime. Et la question de la réponse pénale. Au sein d'un cercle de réflexion, je vais dire un think tank, Easy, vous savez, Mme Ferrari, que j'ai cofondé avec d'autres personnes, on avait réfléchi aux très courtes peines. Mais les très courtes peines, pas à la française, pas 6 mois. Non, 1 semaine, 2 semaines. Quelque chose qui ne désociabilise pas. Pendant la période des congés scolaires, par exemple, pour un élève, voire même pendant la période des congés pour un adulte. Et c'est une période pendant laquelle ils ne sont pas devant une PlayStation, dans une cellule suroccupée, mais impérativement dans ce qu'on appelle un SAS, un SAS, un dispositif qui existe dans l'administration pénitentiaire, qui vient accompagner les fins de peine, les personnes qui sont amenées à sortir de la prison, les accompagner à se réinsérer. Et bien, de facto, tout de suite, pendant ces 1 ou 2 semaines, prendre ces très jeunes, provoquer un choc carcéral pour mettre fin au parcours délinquant, à ces primo-délinquants. Alors quand je parle des primo-délinquants, encore une fois, je ne parle pas de la bagarre dans la cour d'école qui n'a pas de conséquences. Je parle de choses qui sont relativement graves et notamment très agressives. Eh bien, les accompagner pendant 1 ou 2 semaines, entre guillemets, leur inculquer ce que les parents ne leur ont pas inculqué. Il y a des maires, je me souviens il y a quelques années, qui ont fait un boulot très intéressant, notamment le maire de Rieux-la-Pape il y a quelques années, qui envoyait des gamins dans des camps militaires, entre guillemets, avec l'accord des parents et notamment des mamans qui étaient très coopératives. Et ça marchait. On faisait sortir les gamins, on leur apprenait quelque chose, un travail en l'occurrence sur ces camps militaires, une instruction, et surtout l'autorité, l'ordre, le respect, le vouvoiement, etc. Et ça participe quand même à éviter la récidive des jeunes. Après, il y a évidemment la question de la justice, mais vous savez, Mme Ferrari, ce que j'en pense. Et on va en parler. Juste quelques réactions d'habitants de Meyzieux qui sont évidemment sous le choc après ce qui s'est passé. On sort en insécurité partout maintenant. Puis s'en prendre à une école, on comprend pas en fait. Choqué, oui, choqué, écœuré. Puis on a vu les vidéos, donc on a regardé les vidéos, on a vu, donc on comprend pas pourquoi et c'est lamentable. Et on sait pas les sanctions que vont avoir ces 2 jeunes. Voilà, 13 ans. C'est de pire en pire. Cette jeunesse qui sait pas où aller, là, c'est pas possible. Qui n'est pas maintenue, je sais pas moi. Bon, il y a une grande partie, je pense, des parents, hein, mais c'est pas possible d'arriver à ce point-là, quoi. Voilà pour ces réactions d'habitants. Alexandre Devecchio, je replace ça dans le contexte des législatives. On a l'impression qu'il y a effectivement des mineurs qui sont en roue libre, que plus rien n'arrête. Il y a des propositions qui sont faites à gauche, à droite, et même de la part du gouvernement actuel qui se réveille en disant tiens, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus ferme dans la réponse. Mais les Français ne sont pas dupes. Il voit bien que rien ne change et que depuis 30 ans, la situation s'aggrave. Oui, parce qu'en réalité, les mesures sont des mesures ponctuelles, des promesses qu'on fait avant les élections, mais qui ne s'inscrivent pas dans une vision globale. Moi, je pense qu'il faut une vision globale. La première chose, c'est face à ces délinquants-là, effectivement, il faut qu'il y ait une sanction, mais pour qu'il y ait une sanction, il faut qu'il y ait des centres fermés. Donc, il faut les construire. Et donc, il faut penser aussi ça dans un plan prison, avec des prisons pour la grande délinquance, des prisons pour la moyenne délinquance et des prisons pour les très jeunes, le personnel qui va avec. Pensez ça dans un contexte budgétaire restreint. Donc, dire que c'est une priorité et que peut-être on va couper des dépenses ailleurs qui seraient moins utiles. Donc, c'est tout cela. Et c'est vrai qu'on ne discerne pas tout cela, si ce n'est des effets d'annonce qui ne seront pas suivis des faits. Et c'est aussi ce qui explique le résultat des européennes. C'est que les Français ont tout essayé. Ils vont essayer probablement le Rassemblement national. Je ne sais pas si ce sera mieux que les autres, mais ça traduit un véritable désespoir par rapport à une classe politique qui pense à la prochaine élection, mais pas à la prochaine décennie. Exactement. Tatiana Rodar-Barzac, on est sur un sujet de fond de notre société, de jeunes générations qu'on a peur d'avoir perdu en réalité. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a, pour prolonger ce qui a été dit tout à l'heure, il y a je pense que, donc, on évoquait Gabriel Attal qui expliquait lors de son discours de politique générale qu'en fait, tu casses, tu répares.
Moi, je pense qu'il faut même aller plus loin. C'est pas casseur-réparateur, c'est casseur-payeur. C'est-à-dire qu'il faut que les parents soient mis à contribution. Et c'était intéressant ce que vous disiez, parce que je me souviens en effet d'une proposition de Gabriel Attal, mais je trouve que c'est très tard, ça arrive très tard, de la responsabilisation du père, justement, qui est parti même depuis des années et qui doit aussi être mis à contribution financière avec la mère dans le cadre de ces familles monoparentales. Ça peut peut-être être une piste, mais cela dit, voilà, ça arrive un petit peu tard. Et puis, dernière chose, c'est... quand même, dans ce que vous dites, je constate aussi qu'il y a quand même un problème de clochardisation. C'était un ancien ministre de la Justice qui en avait parlé, de la justice. Et donc, qu'on se retrouve aujourd'hui avec une justice où il n'y a pas le bon logiciel qui est déjà tapé depuis des années, où il n'y a pas des choses qui marchent, où il n'y a pas assez d'officiers, d'OPJ, etc., c'est un problème. Et puis chez vous, la police, même combat. Parce qu'en fait, si on vous déchargeait aussi de tâches administratives, dans beaucoup de cas, ça pourrait aussi vous décharger. Donc, il y a tellement de choses à voir. Donc, quand on nous parle, là, j'ai donné pêle-mêle quelques propositions pour ces législatives, de comparution immédiate, d'abaissement du seuil de majorité pénale, qu'on nous parle justement de la décésure en fait du code des pénales des mineurs, quand on nous parle de suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Très bien, mais je pense qu'en fait, il faut déjà qu'on commence par la base, le b.a.-ba, et le b.a.-ba, c'est donner plus de moyens à la justice, à la police. Déjà, commencer par ça, même si ça a été fait. Hein. Il faut le dire quand même. C'est vrai qu'il y a eu 8 milliards, je crois, de mémoire, qui ont été donnés, alloués à la justice dans le cadre de ces derniers quinquennats. Mais cela dit, c'est absolument pas suffisant. Un tout petit mot de Naïma Fadel. Non, mais si on commence la parole à Linda. Une politique familiale digne de ce nom, ça ne demande pas plus de moyens. Parce qu'on peut travailler avec les allocations familiales, ça existe déjà. On peut travailler aussi avec les départements, puisqu'ils ont en charge l'aide sociale à l'enfance. Donc, ils ont des interventions au niveau, notamment des éducateurs qui peuvent intervenir. Le problème, c'est qu'il faut intervenir bien en amont. Quand vous avez aujourd'hui des gamins 7-8 ans qui font le chouf, il y a bien un problème de parentalité. On ne peut pas dire que seulement les parents, et je suis d'accord avec vous, il y a des parents qui sont dépassés, mais il y a aussi des parents qui sont démissionnaires. Et puis il y a aussi la composition de la famille. À un moment, il faudrait qu'on se penche sur ça. Moi, j'ai travaillé sur Trappes, sur Mantes-la-Jolie. Vous avez aussi des configurations familiales, notamment des familles polygames, où le papa est présent sans être là, puisqu'on a aidé dans le cadre de notre travail de délégué du préfet à la décohabitation. C'est-à-dire qu'on a permis à ces femmes qui vivaient seules, ensemble dans le même appartement, de pouvoir avoir leur appartement seul et d'être mères isolées. Donc la question de la monoparentalité, est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est vraiment des familles monoparentales? Il faut qu'on ait à un moment un vrai diagnostic. Parce que si on a un vrai diagnostic, on peut y répondre. Concernant les centres d'éducation fermés, excusez-moi, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, excusez-moi, mais le centre de loisirs. Voilà, centre de loisirs, avec un coût très important. 700 € par jour et par gamin, sachant qu'on ne peut accueillir que 12 gamins. Non, mais effectivement, ça fonctionne pas. Malheureusement, oui. Mais il faut, comme disait ce que vous avez dit est intéressant. Il faut mettre les parents face à leurs responsabilités. Et il y a malheureusement un éléphant dans le couloir qu'il faut quand même donner. C'est la question de l'immigration aussi. La plupart des familles dysfonctionnelles sont aussi des familles qui n'ont pas les codes culturels français et il y a un problème d'intégration dans tout ça. Donc, continuer à accueillir dans ces conditions-là, je pense que ça ne réglera pas le problème pour ces enfants-là qui sont là et qu'il faudra traiter. Mais rajouter du problème au problème, ça ne me paraît pas souhaitable. Solution. Comme je vous l'ai dit, il y a la question vraiment, je pense, de la prise en charge dès le début du parcours délinquant des jeunes. Il y a la question évidemment de la prise en charge des parents. S'ils sont coopératifs, eh bien, on les accompagne. S'ils ne sont pas coopératifs, on les responsabilise. Vous parlez de l'aide sociale à l'enfance, on va se dire les choses. L'ASE, elle est débordée aujourd'hui. L'ASE n'est plus en mesure. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, il y a des mineurs qui sont en péril imminent dans leur domicile. Je rappelle juste qu'il y a, alors pour la petite information, on parle à juste titre beaucoup des féminicides, mais il y a un enfant qui meurt toutes les semaines en France. Et c'est juste énorme de maltraitance. Et l'accueil des mineurs. Et ces enfants-là, pour la plupart, sont parfois en péril, signalés par la justice, et l'ASE n'a pas le temps de les récupérer, ni les moyens. Et pendant des semaines et des mois, ils restent entre les mains de leurs parents bourreaux. Alors, vous imaginez bien que les enfants qui posent problème, qui sont des auteurs ou de potentiels auteurs, ils ont encore moins de moyens pour les prendre en charge. Donc, il y a aussi le problème des moyens qu'on a donnés à l'ASE, des problématiques finalement, même au sein même de l'ASE, on le sait qu'il y a des problèmes de prise en charge qui sont un petit peu bancales avec des gamins qui se sont suicidés. Il y a des histoires de viol parfois dans certains foyers parce que les éducateurs sont débordés, qu'il y a une substitution des éducateurs au profit d'agents de simple surveillance qui sont moins bien payés, etc. Bref, c'est un problème global d'économie. Et moi, vous savez très bien que je suis
j'essaie de rester le plus neutre possible dans cette campagne, d'être très indépendante politiquement, mais quand j'entends un responsable politique de premier plan dire qu'il y a un problème de césure avec les mineurs qui n'ont pas de réponse pénale immédiatement et qu'il faut l'accélérer. Enfin, vous savez, la césure, quand est-ce qu'elle est arrivée ? Avec la loi Dupond-Moretti. Toute récente. Enfin, c'est lui qui a mis en place la césure, c'est-à-dire qu'on reconnaît la culpabilité d'un mineur, on lui demande de revenir dans 9 mois pour voir ce qu'on va faire de lui. Et dans 9 mois, le gamin, il ne comprend pas. Mais il a même oublié pourquoi il était... Voilà, évidemment. Parce que 9 mois à l'échelle d'un enfant, c'est énorme. Et surtout, la punition, elle doit être immédiate avec l'assurance qu'elle soit appliquée. Et là, d'entendre dire qu'il faut revenir dessus, bon, c'est un aveu d'échec, mais il faut aussi avouer quand ça vient de soi.